Je vais passer la parole à Monsieur Fabrice Bonifay pour sa première partie, donc qui se penchera en fait sur les enjeux des villes durables de manière générale et dans le contexte africain en particulier, donc avec l'explosion prévue des villes africaines et avec le contexte économique, de développement et politique qui est celui de l'Afrique. Pour introduire en fait justement donc ces spécificités africaines. Donc je vais reciter des questions donc des participants et en particulier donc de Haruna Traoré, architecte à Bamako au Mali, qui soulignait que la ville africaine est une forme hybride entre tradition et modernité et informalité et planification, et de se dire et qui se demande, nous avons une chance énorme de peut-être voir certaines limites du développement ailleurs et de peut-être pouvoir mettre en place un nouveau modèle. Donc, quel serait ce nouveau modèle pour la ville durable en Afrique? Donc, première question que je cite avant de commencer, parce que je pense que ça peut concerner toute la présentation. Et ensuite, comment les objectifs de développement durable des Nations Unies s'articulent avec les villes durables en Afrique et comment donc on prend en compte le contexte de pauvreté africain. Donc voilà, cette deuxième question, enfin ces deux questions supplémentaires étaient posées par Monsieur Qureshi Saïd Hassani, conseiller en développement durable au ministère du Développement durable du Québec. Voilà, j'ai assez parlé. Donc je vais maintenant passer la parole à Fabrice Bonifay pour lui permettre de faire la première partie de sa présentation, donc des pages 1 à 10. Merci à tous et donc à tout à l'heure pour... Oui, merci. Mes meilleurs voeux à tous les followers de cette session. Pour aller droit au but, la problématique des villes durables, elle concerne l'ensemble des villes dans le monde. On sait qu'on connaît les chiffres aujourd'hui. 70% de la population planétaire habitera en ville à l'horizon de 2050. Donc ça veut dire qu'on a 2 habitants sur 3 à peu près. Et ça pose la question bien sûr, de l'aménagement des villes. Donc la réflexion qu'on a chez Bouygues depuis maintenant quelques années, c'est de dire quelle offre on va pouvoir proposer à nos clients pour reconstruire les villes sur les villes, parce que les villes existent déjà, il y aura des villes entièrement nouvelles, mais assez peu, la plupart du temps les villes sont reconstruites sur elles-mêmes, depuis toujours d'ailleurs, et quel est le modèle de développement et d'aménagement qu'il va falloir prévoir pour corriger les erreurs qui ont été commises depuis le début de l'ère industrielle, pendant lesquelles on a pensé à tort que la croissance infinie dans un monde fini en ressources était possible. Donc les erreurs, il va falloir corriger dans l'aménagement des villes du futur, et ça s'applique à 100% bien sûr au contexte africain, et c'est même amplifié dans le contexte africain du fait de la démographie qui est importante sur le continent africain aujourd'hui. C'est le premier levier, c'est de considérer que les villes vont devoir devenir, qu'on le veuille ou non, mais vont devoir redevenir productives et productrices de ressources. Donc aujourd'hui, la plupart des villes, la quasi-totalité des villes dans le monde sont consommatrices de ressources, de flux, c'est-à-dire que les richesses alimentaires, les ressources alimentaires énergétiques sont produites à l'extérieur des villes et sont importées par des réseaux de transport, que ce soit routier ou des réseaux énergétiques, des réseaux d'eau, et tout est produit en dehors des villes, et les villes sont des centres de consommation. Alors ça ne peut plus durer, ce n'est plus possible. Pour améliorer la résilience des villes, il faut que les villes deviennent autoproductrices de ressources. Alors c'est tout à fait possible aujourd'hui à des coûts tout à fait raisonnables, c'est-à-dire que les bâtiments, les infrastructures existantes et les infrastructures à construire doivent devenir immédiatement, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, tout de suite, maintenant, productrices de flux physiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous des bâtiments à énergie positive, ne serait-ce que sur la composante énergie, mais aussi au niveau de l'eau, que les bâtiments puissent, lorsqu'il pleut, il pleut peu souvent dans certaines régions d'Afrique, mais il pleut quand même de temps en temps, et bien que ces bâtiments puissent conserver l'eau et qu'il puisse y avoir des systèmes de traitement à l'intérieur même des bâtiments ou au niveau des quartiers, pas forcément pour rendre l'eau potable, parce qu'il y a des problèmes sanitaires qui sont complexes, mais au moins que cette eau puisse servir à des usages secondaires qui sont très nombreux, ne serait-ce que des usages de nettoyage ou d'arrosage pour l'agriculture dite urbaine. Donc ça serait un deuxième flux dont on va parler.
Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que les villes autoproduisent les ressources dont elles ont besoin, autant que possible, bien sûr, énergétiques, avec les bâtiments énergie positive sur l'intégration bâtie des cellules photovoltaïques, notamment qui sont aujourd'hui de moins en moins chères, donc qu'on peut intégrer très facilement dès lors que c'est prévu lors de la conception des bâtiments dans le bâti, intégrer ce qu'on appelle intégrer bâti. Et ça permettra donc à ces bâtiments d'être autonomes, partiellement autonomes en énergie, au moins une partie du temps, et ces infrastructures pourront être autoconsommateurs d'énergie. Donc ça, c'est des choses qui doivent rentrer immédiatement dans les cahiers des charges de toutes les villes dans le monde et bien sûr les villes africaines. Les cahiers des charges des investisseurs et des maîtrises d'ouvrage qui construisent des bâtiments publics ou privés. Donc ça doit devenir une obligation en fait. Deuxième chose, l'utilisation de l'infrastructure sur des plages horaires, des infrastructures sur des plages horaires beaucoup plus importantes que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le concept du bâtiment hybride à économie positive. Donc aujourd'hui, l'expérience montre que la plupart des ouvrages, privés ou publics, que ce soit des bâtiments tertiaires, que ce soit des bâtiments publics, hein, des écoles, des bâtiments administratifs ou même des bâtiments commerciaux, sont utilisés sur des plages horaires qui sont insuffisantes par rapport à la capacité que ces infrastructures pourraient avoir s'ils étaient configurés pour fonctionner sur des plages horaires plus importantes. Alors j'explique ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, si vous prenez des immeubles de bureaux, c'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Ces immeubles fonctionnent pendant les heures de bureau classiques, mais il y a tout un tas d'infrastructures dans ces bâtiments, que ce soit des parkings, que ce soit des salles de réunion, que ce soit des salles de restauration, qui sont sous-utilisées dans la mesure où le week-end, le soir, ces infrastructures ne sont pas utilisées par les utilisateurs principaux, parce que les utilisateurs principaux sont partis, bien évidemment. Donc, ce qu'il faut penser aussi à faire, c'est que les bâtiments puissent être hybrides, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des utilisations secondaires des infrastructures et que ça soit conçu au niveau de la sécurité d'accès, au niveau de la gestion de ces bâtiments, de manière à donner à tous les bâtiments des vies secondaires, tertiaires et quaternaires pour optimiser en fait ce qu'on appelle la qualité et la qualité d'usage. C'est-à-dire qu'en fait d'avoir des qualités d'usage sur des plages horaires beaucoup plus importantes. Alors ça existe déjà dans beaucoup de pays aujourd'hui et il faut que l'Afrique clone ce type de fonctionnement. Alors je vous donne un exemple très concret. On pourrait imaginer que des bâtiments administratifs ou des bâtiments tertiaires servent bien sûr à l'usage premier de ces bâtiments en heure classique, en heure ouvrable, et que le soir, par exemple, les salles de réunion soient utilisées pour faire de la formation continue, par exemple, ou pour des associations, ou pour des usages culturels ou autres, de manière à ce que on puisse limiter en fait la construction d'infrastructures qui bien souvent, lorsqu'ils sont mono-utilisateurs, sont sous-utilisés et donc ça consomme à la fois de l'espace, donc du foncier, et ça fait que les bâtiments qui sont mono-utilisateurs sont beaucoup moins rentables que les bâtiments qui sont conçus pour être pluri-utilisateurs. Donc l'image que l'on prend pour nos clients, c'est l'image des compagnies aériennes en fait, où on voit bien que les compagnies aériennes qui gagnent le plus de l'argent aujourd'hui, qui sont les plus rentables, sont les compagnies aériennes où les avions sont en l'air en permanence et qu'ils sont pleins. Eh bien, les villes de demain sont les villes qui auront des infrastructures qui seront utilisées le plus longtemps possible sur des plages horaires les plus longues possibles toute l'année, ce qui est très très loin d'être le cas aujourd'hui, car on a souvent des bâtiments qui sont mono-utilisateurs, ce qui est une gabegie en termes de consommation de ressources. Donc là aussi, il faut que quand on accorde des permis de construire pour des bâtiments, quels qu'ils soient, publics ou privés, eh bien cette notion de réversibilité, cette notion de multi-utilisateur soit privilégiée, de manière
à ce que, bien entendu, l'utilisateur principal, l'investisseur principal puisse privatiser et utiliser prioritairement l'espace construit pour son propre usage, mais dès lors qu'il y a des espaces potentiellement partageables, hein, notamment, je le disais, les salles communes, les salles de réunion, les restaurants, les parkings, ou les auditoriums, des choses comme ça, eh bien que ces espaces-là puissent être ouverts à d'autres parties prenantes pour limiter les coûts. Donc ça, dans les villes de demain, c'est extrêmement important. Alors ensuite, il y a la notion de l'agriculture urbaine qui est une nécessité. Alors pourquoi l'agriculture urbaine? C'est la notion de ce qu'on appelle les circuits courts, de pouvoir autoproduire dans la ville ce qui va être consommé sur place pour éviter encore une fois, autant que faire se peut, les flux d'approvisionnement qui sont consommateurs de ressources fossiles, notamment les camions, et qui sont consommateurs aussi, qui sont générateurs de nuisances accidentogènes, bruit, pollution de l'air, etc. Et utiliser beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, ce qu'on appelle la cinquième surface. Donc, ce qu'on entend par cinquième surface, ce sont les toits, en fait, hein, donc les toits des villes, qui sont aujourd'hui très sous-utilisés, y compris en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut aussi que dans les cahiers des charges, les architectes, hein, et les donneurs d'ordre obligent une utilisation rationnelle de cette cinquième surface qui est aujourd'hui sous-utilisée pour soit faire de l'agriculture sur les toits des immeubles, soit de la production d'énergie ou un mixte des deux, parce qu'aujourd'hui c'est possible de faire du photovoltaïque en ombrière et en dessous de la culture maraîchère. Et en plus, le photovoltaïque permet donc de protéger les rayons du soleil de façon trop intense et donc d'avoir la possibilité de cultiver. Alors là aussi, ça nécessite d'avoir des bâtiments qui savent aussi gérer le problématique de l'irrigation en mode goutte à goutte, comme le font aujourd'hui très bien les Israéliens. Hein, en utilisant très très peu de ressources hydriques, ils arrivent à faire des productions agricoles tout à fait étonnantes, en mode très aride, donc c'est tout à fait adapté à beaucoup de villes en Afrique. Et là aussi, ça permettra d'avoir une production agricole produite sur place et consommée sur place. Donc ça aussi, cette notion de cinq surfaces qui est très aujourd'hui sous-utilisée dans les villes de demain devront être systématisées. Je peux continuer aussi sur la partie des transports, qui est un vrai problème aussi dans les villes africaines, car les réseaux de transport en commun sont très très peu développés ou très peu efficients. Là aussi, ce qu'il faut, c'est développer ce qu'on appelle chez nous maintenant la démobilité. Quand je parle chez nous, chez Bouygues, hein, la démobilité, c'est-à-dire avoir des villes qui soient pas du tout construites comme les villes européennes, qui sont une gabegie énergétique majeure, parce que les villes européennes ont été construites depuis une centaine d'années en mode très segmenté par fonction, c'est-à-dire un côté des villes très industrielles, un autre côté des villes très tertiaires, un autre côté des villes très résidentielles. Bon, ça, c'est une erreur majeure qui a été commise par les aires urbaines européennes et occidentales. Il ne faut pas que les copient ce modèle-là, parce que de segmentation par cellulaire extrêmement important, de transfert de ponts qui vont de la résidence vers les zones d'activité, et tout ça, ça crée des péages, ça crée des congestions. Donc la ville soit, en termes de mixité fonctionnelle, beaucoup plus mixte, hein, pour que les gens habitent là où ils travaillent. Donc avoir des bâtiments qui sont fonctionnellement avec plusieurs typologies de fonctions, donc fonctions commerciales et fonctions résidentielles, avec le concept haussmannien de Paris il y a une centaine d'années, avec des bâtiments où il y avait les commerces en bas des immeubles et les logements au-dessus. Bon, dans beaucoup de villes africaines, il y a des choses qui ressemblent à ça, mais il faut maintenant industrialiser ce type d'approche. Ensuite, le grand défi pour les villes africaines, c'est bien sûr le logement, qui est un défi majeur.
dans la mesure où, avec la démographie, l'explosion démographique, les logements doivent être extrêmement peu chers à construire et à exploiter. Et pour ça, il faut là avoir le courage politique d'accepter des nouveaux modèles constructifs qui sont les modèles de la construction industrielle. C'est-à-dire, il faut arrêter, je pense, la construction traditionnelle telle qu'on le connaît. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On a vu en Corée notamment l'industrialisation de la construction de logements sur la base de ce qu'on fait par exemple pour les bateaux de croisière, c'est-à-dire de construction sur plateforme. Ça permet de faire donc de construire à l'intérieur des villes des usines de préfabrication pour construire des logements préfabriqués qui s'assemblent comme des Legos et qui permet de construire beaucoup plus vite pour des coûts moindres des grandes quantités de logements à des coûts qui sont extrêmement modestes. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles, que ce soit en autoconstruction ou en construction industrielle. On a déjà des références en ce qui nous concerne et ça permet de diviser par 4 ou par 5 les coûts de construction par rapport à la construction traditionnelle qui coûte beaucoup trop cher parce que trop intensif à la fois en main-d'œuvre et surtout trop intensif en matériaux, car l'un des grands sujets aussi de la construction dans les villes africaines, c'est l'accès aux matériaux. La construction industrielle permet d'utiliser beaucoup plus facilement des matériaux locaux et aussi d'être beaucoup plus sobre dans l'utilisation des matériaux. Donc ça, c'est des choses qui permettent aussi, bien entendu, de faire de la conception de bâtiments en bioclimatique, c'est-à-dire qui sont adaptés et qui vont être adaptés aux changements climatiques qui sont en train de se passer, y compris en Afrique. Donc ces constructions industrielles, c'est des choses qui sont de toute façon incontournables en Afrique. On ne pourra pas construire en mode traditionnel les besoins de logement qui sont énormes, compte tenu que la population africaine va doubler d'ici 2050. Donc ça, c'est voilà, un panorama des pratiques qu'il faudrait pouvoir généraliser dans l'ensemble des villes. Ce que je viens de vous dire, c'est valable partout dans le monde, mais encore plus valable en Afrique, compte tenu notamment des enjeux démographiques. Et aussi, c'est extrêmement pertinent en Afrique, parce que l'Afrique bénéficie d'un ensoleillement dans certaines régions africaines tout à fait extraordinaire, ce qui rend particulièrement pertinent la généralisation des dernières générations de photovoltaïque intégré bâti, parce qu'on sait très bien que le problème de l'Afrique également, c'est le problème de l'accès à l'énergie. Allô? Merci beaucoup, Fabrice Bonifay. Oui. Vous Alors, m'entendez? j'entends l'écho. Oui, ah oui, c'est ça, parce que je m'entends dans vos haut-parleurs. Oui. Oui. Donc, merci pour cette présentation. Et puis, en Merci. fait, alors, vous pouvez soit continuer en parlant de la construction bas carbone, Oui. et puis après, Anne vous posera une première série de questions. Oui, alors on peut effectivement parler du bas carbone. Parce que c'est absolument nécessaire. Vous savez que l'humanité va devoir diviser par 3 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc l'effort doit être évidemment et prioritairement au niveau des pays qui sont les plus émetteurs, donc certainement pas les pays d'Afrique d'ailleurs, qui sont les moins émetteurs aujourd'hui. Mais l'effort du bas carbone doit de toute manière être généralisé sur l'ensemble de la planète parce que toute la planète, de toute façon, subira les effets des changements climatiques annoncés et aujourd'hui, hélas, inéluctables. Donc, autant, sur tous les continents, avoir le réflexe de la construction bas carbone. Alors, la construction bas carbone, c'est pas compliqué, hein. La construction bas carbone, vous savez que dans ce qui émet du CO2 dans le processus constructif, c'est 3 choses. C'est premièrement les matériaux qu'on utilise.
Donc là, il est clair que il va falloir qu'on utilise de plus en plus des matériaux traditionnels qu'on trouve sur place pour éviter de transporter sur des trop longues distances les matériaux de construction. Et donc c'est ce qu'on appelle les matériaux locaux. Il y a toujours dans chaque région du monde des matériaux qui peuvent être utilisés pour la construction, que ce soit la terre, que ce soit le bois dans certains cas. Alors en Afrique peut-être peu, mais il y a quand même des régions en Afrique équatoriale où il y a des ressources en bois qui sont importantes, à condition bien sûr de sourcer ce bois issu de ressources gérées et gérées durablement. Et donc, premier levier où on peut faire du bas carbone, c'est substituer autant que faire se peut le béton et l'acier par des matériaux biosourcés et des matériaux locaux. C'est la première composante du bas carbone, c'est donc les matériaux de construction. Et ça n'empêche, et on peut, avec ce type de matériaux, bien sûr, industrialiser la construction de la même manière qu'avec du béton et de l'acier. C'est tout à fait possible, notamment avec les constructions industrielles, avec des moules. Le deuxième levier du bas carbone, c'est la consommation énergétique du bâtiment en phase d'exploitation. Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la production intégrée bâtie, notamment le photovoltaïque, qui est certainement le moyen le plus sobre en énergie fossile, parce qu'en fait, ça ne produit pas d'énergie fossile. Le photovoltaïque, c'est même une énergie renouvelable par définition. Alors, le problème du photovoltaïque, c'est l'intermittence, parce que il faut, à partir du moment où vous avez un ensoleillement qui est important, vous pouvez utiliser l'énergie, notamment pour des systèmes d'information, pour des machines, la journée. Mais le soir, bien entendu, si vous n'avez pas de système de batterie, vous ne disposez plus d'énergie. Donc, le coût des batteries est relativement encore important. Il y a d'autres technologies aujourd'hui pour sauvegarder, stocker l'énergie pour pouvoir la restituer lorsqu'il n'y a plus d'ensoleillement. Donc, ces mécanismes aujourd'hui de smart grid et de stockage de l'énergie dans les villes, c'est des choses qui doivent être envisagées en Afrique tout de suite. C'est tout à fait possible avec des batteries de seconde vie, des véhicules électriques qui pourraient être exportés des pays, importés des pays qui ont déjà ces types de véhicules et qui pourront, donc ces batteries pourraient être réutilisées en tant que système de stockage d'énergétique. On a des projets chez Bouygues dans ce domaine-là. Et puis aussi d'utiliser l'énergie solaire pour produire de l'hydrogène, là aussi pour stocker cette énergie abondante la journée, mais dont on aura besoin aussi le soir et la nuit. Donc le vrai enjeu aujourd'hui dans les villes, c'est cette capacité qu'on aura ou pas à stocker les énergies renouvelables, parce que si on veut faire du bas carbone, il faut pouvoir utiliser les énergies d'origine renouvelable sur une plage horaire la plus grande possible, si on veut faire véritablement du bas carbone en consommation d'énergie des bâtiments, donc en phase d'exploitation. Et le dernier levier du bas carbone en phase, donc pour la partie bâtiment, si on veut faire vraiment du bâtiment bas carbone, c'est la notion d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il faut que les bâtiments soient conçus pour pouvoir être in fine, donc non pas démolis mais déconstruits, et soient considérés comme des banques de matériaux pour les bâtiments du futur, parce que les villes sont construites sur elles-mêmes depuis tout le temps, et le mode de développement aujourd'hui, c'est un mode qui est basé sur ce qu'on appelle l'économie linéaire, c'est-à-dire que quand on démolit, eh bien on jette la plupart du temps ou on gaspille les matières premières, ou on s'en sert comme remblai pour les routes, mais ce sont des usages qui sont dégradés. Donc l'idée là, c'est de construire de plus en plus avec des notions de briques élémentaires,
ce que font d'ailleurs de plus en plus les pays nordiques, mais on peut s'inspirer de ça partout dans le monde pour que lorsqu'on décide de déconstruire un ouvrage, eh bien, on puisse récupérer ces briques élémentaires pour en reconstruire un autre en mode infini. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont absolument nécessaires pour éviter le gaspillage des ressources et donc utiliser moins d'énergie pour refabriquer de nouvelles ressources. À partir du moment où on peut utiliser des ressources existantes, eh bien, là aussi, ça contribue à faire du bas carbone. Donc, on voit que le bas carbone aujourd'hui dans la construction, c'est possible en utilisant les matériaux locaux, en autoproduisant l'énergie à base d'énergie renouvelable dont on a besoin pour le fonctionnement et en concevant les bâtiments pour devenir des banques de matériaux pour le futur. Et là, on commence à envisager véritablement des modes de développement urbain bas carbone. Oh.